Avant de commencer la vidéo, je voulais vous avertir qu'on va aborder des sujets assez choquants, particuliers, hein, on va dire, et que si vous êtes plutôt sensible face à ça, je vous conseille de faire attention. Aussi, si la vidéo vous plaît, je vous invite vraiment à la partager et à laisser vos avis et à vous abonner. C'est super important pour la chaîne. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Si vous êtes adepte de jeux d'horreur ou énigmatiques et que vous êtes suffisamment curieux pour aller chercher du côté des développeurs indépendants, alors il y a sans doute un jeu qui n'est pas passé inaperçu à vos yeux. Je parle bien sûr de Yumeniki. Ce jeu, bien que relativement discret à l'époque de sa sortie en 2004, a inspiré des dizaines de fangames, parfois la qualité plus que douteuse, et d'autres vraiment cool, et n'a d'ailleurs pas influencé que des fangames, mais d'autres jeux, par exemple Undertale pour n'en citer qu'un. Et avant de parler davantage de Yumeniki, je vous invite vivement à le faire. Il est gratuit, tourne sur n'importe quel PC, et c'est vraiment plus profond que ce qu'il laisse croire. Si vous n'avez jamais joué à des jeux énigmatiques, bah ce jeu est parfait pour commencer. Et si vous aimez bien, il existe tout un tas d'autres jeux gratuits dans le même style. Je vous invite donc à vous mettre dans l'ambiance et à y jouer avant de regarder mon interprétation du jeu. S'il y a bien une chose qui a marqué les joueurs de Yumeniki, c'est bien tout le mystère qui entoure ce jeu. Aucun dialogue, pas d'objectif clair, rien qui nous permet de comprendre ce qu'on doit faire, et plus généralement ce que le jeu veut nous dire. Ce jeu est vraiment spécial, unique en son genre et aura un effet particulier sur chaque joueur à partir du moment que ce dernier sera capable de ressentir ce que Yumeniki veut lui faire parvenir. Yumeniki, que l'on peut traduire par Dream Diary ou le journal des rêves, débute dans la chambre d'une jeune fille nommée Madotsuki qui semble être une hikikomori, c'est-à-dire une personne qui ne sort jamais de chez elle. La pièce est composée d'un lit, d'une télé sur laquelle on peut jouer à un jeu, d'une porte inutile car lorsqu'on l'interagit avec, Madotsuki secoue la tête, l'air de dire qu'elle ne veut pas sortir de chez elle, donc confirmant le fait que c'est une hikikomori. Il y a aussi un bureau nous permettant de sauvegarder, ainsi qu'une porte vitrée vers le bas, menant à un balcon où rien de très utile ne se trouve. La seule interaction aboutissant à quelque chose de concret, c'est d'aller se coucher dans le lit. Et c'est là que le jeu commence vraiment. Dormir nous permet d'explorer les rêves bizarres de Madotsuki. Et bizarre, c'est un faible mot. On se réveille alors dehors et tout semble normal. Mais c'est en rentrant et en interagissant avec la porte auparavant inaccessible que l'on accède à la vraie partie du jeu, les rêves. On accède alors à un hub, à un nexus contenant 13 portes, menant chacune à un monde, un rêve différent, composé du Number World, le Neon World, le Chilled Folk World, le Candle World, le Able World, le Graffiti World, le Mural World, le Snow World, le Dark World, le Puddle World, le Block World et enfin le Forest World. Ces mondes sont appelés les lieux originaux, ce qui laisse sous-entendre que d'autres endroits existent, des lieux plus secrets, plus profonds. Ainsi, Yumeniki compte trois différents types de lieux, avec le monde réel, contenant la chambre de Madotsuki, les lieux originaux, composés des 12 mondes ou rêves que je viens de citer, ainsi que du Nexus en lui-même, faisant un total de 13 lieux, et enfin des lieux plus cachés, composés de 31 zones, des lieux profonds appelés Deeper Location. Par souci de compréhension, on va garder les noms anglais, donc respectivement le Real World, les Original Location et les Deeper Location. Ces Deeper Locations sont accessibles via les Original Location en trouvant une entrée ou en parlant à un PNJ, ce qui nous amènera dans des endroits. Chaque monde, ou plutôt rêve, sont interconnectés à des Deeper Locations. Ainsi, depuis le rêve du Forest World, on pourra accéder à la Face Carpet Plaza, une Deeper Location qui est elle-même connectée à une autre Deeper Location appelée Hell. Depuis le rêve du Chilled Folk World, il sera possible d'accéder au Static Maze, qui mènera à la FC House. Ainsi, chacune des Original Locations sont connectées à des Deeper Locations, pouvant être elles-mêmes connectées à d'autres Deeper Locations. Il est aussi possible d'accéder à un même lieu en empruntant des chemins différents. Le jeu ne contient pas d'ennemis ou de créatures pouvant nous tuer, hormis les Toriningen, des créatures humanoïdes qui, lorsqu'elles nous touchent, nous téléportent dans une zone de laquelle on ne peut pas sortir. Nous forçons donc à nous réveiller.
car en effet on peut se sortir d'un rêve en se réveillant en appuyant sur la touche 9. Ainsi Madotsuki se pincera la joue et se réveillera dans sa chambre. Mais certaines de ces créatures ne nous chasseront que lorsqu'on utilisera un couteau sur elles. D'ailleurs, il existe ce qu'on appelle des effets, il y en a un total de 24, que l'on ramasse dans les différents rêves, et qui, lorsqu'on les utilise, changent notre apparence et nous donnent des capacités. Ces capacités sont à la fois passives, affectant le monde autour de nous sans que l'on ne fasse rien, et actives lorsque l'on interagit avec un élément des rêves comme un PNJ ou un lieu. Je viens de citer avant le couteau, trouvable dans le Dark World, qui a pour capacité passive de faire fuir les PNJ autour de nous, et qui peut être utilisé pour attaquer différents éléments. Il existe donc 24 effets, allant du parapluie à des formes telles que le midget ou le Medamode. Ils ne sont pas obligatoires pour progresser dans les rêves, mais permettront d'activer certains événements et de faciliter les passages. Par contre, il faut les 24 effets pour accéder à la fin du jeu, en les laissant sous forme d'œuf dans le Nexus, l'œuf étant leur dernier effet. L'objectif principal de Yumeniki est donc l'exploration des différents rêves et d'hyperlocation, afin de récupérer ces 24 effets. Le jeu vise donc à l'aventure, comme beaucoup de walking simulator qui sortent en ce moment, et ça peut être vu comme ennuyeux par pas mal de personnes. Moi-même j'ai eu pas mal de mal à m'y mettre, vraiment, de par la lenteur de Madotsuki. Mais il existe heureusement un objet permettant de doubler la vitesse du personnage, la bicyclette. Elle se trouve par terre dans le Graffiti World et nous permet donc d'être beaucoup plus rapide et surtout de pouvoir faire sonner la petite cloche du véhicule, ce qui est en fait totalement inutile, hein, on va pas se le cacher. Bref, je parlais avant d'événements ou d'events accessibles à l'aide de certains effets. Un des events le plus connu est celui du personnage de Uboa, revu dans pas mal de jeux en tant qu'easter eggs et qui a sans doute inspiré le personnage de Gaster de Undertale. L'événement de Uboa arrive aléatoirement en arrivant dans un endroit appelé la Ponyco's Room. On accède à ce lieu via le nord-ouest du Snow World, où se trouve un igloo. En interagissant avec la genre de flaque rose, on est téléporté dans la Pink Sea, et c'est en trouvant plusieurs ballons, nous téléportant vers d'autres ballons, que l'on arrive à un endroit appelé la Cone Island, menant à une petite hutte où se trouve la Ponyco's Room. Ponyco est le nom de la jeune fille blonde se trouvant à l'intérieur, et c'est dans cette pièce que l'on peut activer l'événement, nous permettant de rencontrer Uboa. Il faudra pour cela simplement éteindre la lumière de la chambre, sauf qu'il y a une chance sur 64 d'activer cet event. Si en éteignant la lumière rien ne se passe, alors il faudra sortir de la chambre, y revenir, et recommencer, jusqu'à ce que... Uboa se montre enfin. Il s'agit d'une genre d'ombre, avec un visage malsain, rappelant les masques de théâtre japonais, les no, ainsi que les masques grecs, ayant pour expression la joie ou la tristesse. On voit alors avec les yeux de Uboa qu'il représente les deux émotions à la fois. En interagissant avec, sa tête se transformera, et Madotsuki sera téléporté dans un lieu semblant être une partie secrète du White Desert, appelé Uboa's Trap. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un piège duquel on ne peut s'échapper seulement en se réveillant. La zone est en noir et blanc, sauf pour la créature bizarre en arrière-plan, qui est en partie rouge et qui est surnommée Bloody Touching Monster, ou Akumu, signifiant cauchemar en japonais. Je trouve Uboa vraiment effrayant, et j'ose pas imaginer la réaction des premières personnes qui sont tombées dessus, en 2004, quand il n'existait pas de vidéo, pas de wiki, rien. Alors tomber sur cette chose si étrange, ça doit vraiment faire bizarre. Grâce aux events, les joueurs ont mis au point diverses théories, car ils semblent vouloir nous montrer quelque chose, vouloir nous révéler des informations. Et étant donné que nous sommes dans les rêves de Madotsuki, on peut imaginer qu'il s'agit de ses souvenirs enfouis. Ces événements nous permettent de rencontrer divers personnages, et il en existe vraiment beaucoup. Par exemple Masada, trouvable dans la Deeper Location du Spaceship, qu'on peut rejoindre en éteignant un feu avec les effets parapluie ou Yokiona de l'Underground World, une autre Deeper Location accessible en dormant dans un des lits disponibles dans les rêves. Un autre personnage débloquant un event est nommé Zippertile. On le trouve dans le Number World, qui contient d'autres personnages similaires, à la différence que Zippertile a un visage triste. Utiliser le couteau aura pour effet d'ouvrir sa tirette, révélant un trou entouré de rouge.
En entrant dedans, on accède à une zone appelée le Stairway, où se trouve un personnage nommé QQ. En montant l'escalier et en ouvrant la porte, un événement très dérangeant se produit. Cet event, appelé Face, se termine par le réveil de Madotsuki. Elle se réveille comme si c'était un cauchemar. Cet event vraiment étrange ouvrira la porte à plusieurs théories, tout comme un grand nombre d'événements tout aussi bizarres que l'on peut considérer comme des cauchemars. Il existe quelques-uns de ces cauchemars, et sont nommés ainsi car à la fin de ces events, Madotsuki se réveillera d'elle-même, comme si c'était un cauchemar qui l'avait surpris, la réveillant en sursaut. On va donc maintenant aborder la fin du jeu. Donc encore une fois, si vous voulez pas être spoil, je vous conseille de faire le jeu. Pour finir Yumeniki, il faut déposer chacun des 24 effets dans le Nexus et retourner sur le balcon du monde réel. Là se trouve quelque chose de nouveau, un escabeau. On pourra alors grimper dessus, ce qui fait que Madotsuki se jette dans le vide et meurt. Waouh. Tout comme le jeu entier, la fin nous fait poser beaucoup de questions. On peut déduire que la jeune fille est tellement tourmentée par ses rêves qu'elle en vient à mettre fin à ses jours, mais pourquoi ça? On peut supposer que chaque monde de Yumeniki est en fait un souvenir de Madotsuki, que les rêves que l'on joue représentent sa vie. Et malgré qu'il n'y ait ni dialogue ni objectif clair, l'histoire de ce jeu est vraiment profonde, et elle est véhiculée via les events du jeu et par le symbolisme que chaque élément représente, un peu à la manière de Silent Hill. Je parlais avant du personnage de Uboa, de QQ et de l'Event Face, qui font partie des théories les plus populaires, la théorie de l'avortement et la théorie du viol. Tout d'abord, il y a beaucoup de représentations du sexe dans tout le jeu, que ce soit les formes phalliques ou des formes ressemblant à des utérus. Le stairway est accessible en traversant une braguette, comme celle d'un pantalon, et dans cette zone se trouve donc QQ. Ce personnage a un grand sourire, un sourire semblant vraiment pervers, et caresse de façon très subjective la rampe d'escalier. Mais en utilisant le couteau sur lui, les mouvements de main de QQ s'accéléreront davantage, comme si le fait d'utiliser un couteau symbolisait le fait que Madotsuki se défendait face à son agresseur, et que ce dernier devenait donc beaucoup plus violent, en accélérant son mouvement. Ranger le couteau aura pour effet de faire ralentir ses mouvements de nouveau, comme si la jeune fille avait abandonné tout espoir. L'Event Face, lui, semble représenter un pénis, allant donc dans le sens de notre théorie. D'ailleurs, la porte menant à Face est la même que celle menant au Nexus, et donc la même porte que Madotsuki refuse d'ouvrir dans le monde réel, comme si elle était traumatisée par ce qu'il y a dehors. Ça nous laisse supposer qu'elle s'est faite agresser dans la rue, et qu'elle ne se sent en sécurité uniquement dans son chez-soi. Uboa, quant à lui, semble représenter l'avortement, et toujours dans le sens des théories du viol et de l'avortement, la créature en arrière-plan de l'Uboa Strap semble tripoter des montagnes ayant des formes de seins. Une autre théorie nous permettant d'interpréter la fin du jeu est celle de l'isolation. Comme je l'ai déjà fait remarquer plusieurs fois, il n'y a aucun dialogue dans le jeu et beaucoup de PNJ ignorent simplement Madotsuki lorsqu'on interagit avec. Certains se tournent vers elle mais ne disent rien, et d'autres partent juste autre part. Les mondes en eux-mêmes sont pour la plupart vastes, labyrinthiques et sombres, accentuant encore davantage la sensation de solitude. Ajoutez à cela les musiques du jeu, courtes et très répétitives, ne permettant pas de savoir combien de temps elles durent, et donc combien de temps on a passé à s'aventurer dans les rêves de la jeune fille. D'ailleurs, dans le monde réel, à chaque fois qu'on retourne sur le balcon, le temps change, passant de la nuit au jour et inversement, comme si le personnage venait de passer un long moment dans sa chambre. Un event du jeu appelé Gun Party nous laisse voir trois personnages s'amuser, alors que nous sommes derrière des plantes, nous empêchant de les rejoindre, renforçant encore la sensation d'isolation. Dans la Deeper Location Lamp World, il est possible d'accéder à une zone dans laquelle se trouve un placard. En utilisant un des effets, on pourra alors ouvrir la porte et voir dedans Madotsuki qui se cache, l'air effrayé. Avec tous ces arguments, on peut supposer pourquoi Madotsuki s'est donné la mort.
Elle fut sexuellement agressée dans la rue et s'enferma chez elle suite à ce traumatisme, s'isolant totalement du monde extérieur. On peut imaginer qu'elle se cachait dans son placard lorsque quelqu'un toquait à sa porte, ayant tellement peur de se refaire attaquer. Le seul endroit où elle peut échapper à la réalité, ses rêves, ne tardèrent pas à être pervertis par ses malheurs, ses souvenirs traumatisants se manifestant dedans. À bout de souffle et totalement anéantie par ce qu'elle a vécu, et n'arrivant plus à aller de l'avant, elle décida de se donner la mort en se jetant de son balcon. Yumeniki est donc un jeu bien plus profond qu'il n'y paraît, et chacun aura sa propre interprétation du jeu, tellement il est énigmatique et parlera à chacun selon son vécu. Ce jeu est un peu un ovni du jeu vidéo, et beaucoup d'inspirations se font ressentir, que ce soit avec les PNJ ou les events. D'ailleurs, un des principaux jeux ayant inspiré Yumeniki n'est autre que Earthbound. On peut faire facilement le lien entre Uboa et Gaigas, les deux partageant des théories sur l'avortement, et plusieurs events et mondes rappellent justement le jeu Mother, l'opus avant Earthbound, que ce soit par le style graphique, par la musique, ou justement par un event appelé Famicom Glitch. Cet event s'obtient en interagissant avec un mur, où une boîte de dialogue vide s'ouvrira alors. En le faisant plusieurs fois, la pièce commence à glitcher jusqu'à ce que le jeu crache, provoquant le réveil de Madotsuki. Il s'agit là d'une référence à deux glitches présents dans Earthbound, l'un provoquant un dialogue étrange en parlant à un mur, et l'autre ouvrant une boîte de dialogue vide en parlant avec un PNJ. Earthbound et Yumeniki sont deux véritables ovnis du jeu vidéo, allant beaucoup plus loin en termes de symbolisme et d'allégorie que bon nombre de jeux vidéo. On aura l'occasion de parler d'Earthbound très prochainement, je vous le promets. Il existe beaucoup d'autres interprétations et de théories dans Yumeniki, de par le nombre d'events, de personnages et de lieux qui constituent le jeu. Par exemple, une autre théorie avance que le monde réel du jeu n'est en fait qu'un autre rêve, de par le fait que Madotsuki ait toujours les yeux fermés durant le jeu, et que l'escalier apparaît soudainement à la fin. Ainsi, elle ne mourrait pas vraiment, mais pourrait tout simplement s'être réveillée, mettant fin à son rêve et par conséquent au jeu. Je pourrais encore parler pendant longtemps de Yumeniki. Je n'ai abordé qu'une partie des théories, des personnages, des events, et je n'ai même pas encore parlé du manga, de la version 3D, de la pseudo-suite Yumetuki. Bref, il y aura vraiment pas mal de matière pour une prochaine vidéo. Donc pour résumer, Yumeniki est un jeu énigmatique, racontant l'histoire d'une jeune fille asociale, Madotsuki, au travers de ses rêves. Les explorer nous permettront de comprendre sa vie grâce à ses souvenirs. On peut en déduire alors qu'elle fut sexuellement agressée dans la rue, la poussant à s'isoler du monde, et allant jusqu'à mettre fin à sa vie, n'arrivant pas à aller de l'avant. Mais comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'une interprétation parmi tant d'autres. J'espère vous avoir donné envie de jouer à ce jeu, et si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser vos avis avec les j'aime et les commentaires, à partager la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.